Alors, je crois que pour comprendre la croissance mondiale, il y a vraiment trois clés, trois facteurs très importants. Le premier, c'est que la croissance continue dans les pays de l'OCDE, ce qui n'était pas évident, puisque ça fait 10 ans maintenant que nous sommes en croissance. Et c'est dû à un phénomène tout à fait important, qui est qu'il arrive de plus en plus de personnes nouvelles sur le marché du travail. Donc on peut continuer à créer des emplois et avoir de la croissance. Second facteur important, c'est qu'on a beaucoup de difficultés dans les grands pays émergents, en Chine, en Inde, au Brésil, en Turquie, qui sont dues à des causes diverses, hein. En Chine, c'est plutôt parce que la transition vers un nouveau modèle est difficile. En Inde, en Turquie, c'est plutôt parce qu'il y a des gros problèmes de financement de l'économie, avec beaucoup de déficits extérieurs. On a quand même 3 milliards de personnes sur la planète qui vivent dans des pays émergents où la croissance ralentit. Et puis le troisième facteur structurant pour l'économie mondiale, c'est que le monde devient une économie de services. La croissance, ce n'est plus l'industrie, pour toutes sortes de raisons, le vieillissement, les contraintes climatiques, la saturation des besoins. La croissance, ce sont les services, et ça change beaucoup de choses. En particulier, les modèles de pays qui étaient très liés à l'industrie pour leur croissance deviennent extrêmement inefficaces. Alors, puisqu'on est dans un monde qui devient une économie de services, et puis aussi parce qu'il y a une seconde évolution qui commence à être extrêmement claire, qui est qu'on revient à des modes de production plus régionaux. Dans le jargon des économistes, on dit qu'on revient à des chaînes de valeur régionales, ce qui veut dire simplement que de moins en moins, on va éclater la production d'un bien sur tous les continents. On va plutôt produire au plus près de l'acheteur final du bien. Tout ceci, bien sûr, hein, que l'industrie soit en stagnation, en fait, globalement, et qu'on produise plus localement, tout ceci, bien sûr, freine la croissance du commerce mondial. Alors, c'est une évolution extrêmement importante, qui a beaucoup de conséquences, qu'on voit déjà aujourd'hui. La première, c'est que les croissances régionales peuvent être extrêmement différentes. Avant, quand il y avait beaucoup de commerce, quand un pays allait bien, il tirait les autres. Et inversement, quand un pays allait mal, il freinait les autres. C'est beaucoup moins vrai, hein, puisqu'il y a moins de commerce. Donc on peut avoir une croissance très forte aux États-Unis et très mauvaise en Turquie et intermédiaire en Europe. Et ça ne s'ajuste pas, ça ne converge plus. Et puis la deuxième conséquence très lourde, c'est de très grandes difficultés pour les pays qui ont des demandes intérieures pas très dynamiques et qui vivaient traditionnellement des exportations tirées par le commerce mondial. En Europe, un exemple tout à fait caractéristique, c'est l'Allemagne, hein, qui est en croissance à peine positive, avec de grosses difficultés pour l'industrie. Mais il y a d'autres pays de ce type, par exemple la Corée, par exemple le Japon et même la Chine. Et donc, avoir une grosse industrie tirée par l'exportation, exportatrice, était un très gros avantage avant et n'est plus forcément un très gros avantage aujourd'hui. Alors, comme on est dans des économies où le commerce mondial aura moins d'effets de dynamisation de la croissance, puisqu'il augmente plus faiblement, on peut plus se faire tirer par les exportations autant qu'avant. Les exportations augmentent au mieux de 2% par an aujourd'hui, alors qu'on avait des rythmes de croissance des exportations qui étaient de plus du double de ça il y a quelques années. La demande intérieure devient tout à fait déterminante. Et d'ailleurs, les entreprises vont s'implanter, vont investir là où la demande intérieure est dynamique. Et donc, il faut regarder les pays de ce point de vue, hein, ce qui est un point de vue tout à fait nouveau, c'est-à-dire beaucoup moins du point de vue de leur compétitivité à l'exportation et beaucoup plus du point de vue de leur capacité à maintenir le dynamisme de la demande intérieure. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut ne pas avoir d'inflation, puisque ça donne du pouvoir d'achat aux consommateurs. Et là, la France est assez bien placée. On a une inflation qui est à peine supérieure à 1%. Il faut être capable de créer beaucoup d'emplois, pour les mêmes raisons, peut-être du pouvoir d'achat. Et là, on a une bonne surprise aussi, puisqu'on a créé 260 000 emplois l'année dernière en France. Hein, et ça sera peut-être un peu moins cette année, mais ça ne sera pas loin de 200 000 emplois. Et donc, on a une dynamique du revenu qui vient des emplois. Et puis, il faut une politique économique qui soit relativement stimulante, et c'est le cas en France, avec des baisses d'impôts et avec bien sûr des taux d'intérêt très bas. Et le résultat de tout ça, c'est que les investissements progressent. On est sur des croissances à 4 ou 5% par an de l'investissement des entreprises en France, qui est parmi le plus haut de tout ce qu'on voit dans les grands pays de l'OCDE. Donc c'est une assez bonne nouvelle. On voit dans ce nouveau modèle où la demande intérieure est tout à fait centrale, pour l'instant, la France s'en tire assez bien. Alors on voit que
la stratégie d'une entreprise est vraiment très différente de celle qu'elle pouvait être il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, on était dans une production globale, donc les productions étaient totalement globalisées, éclatées sur tous les continents. Donc il fallait trouver des implantations pour produire dans les endroits où c'était plus efficace, moins cher, où il y avait la main-d'œuvre adaptée à la production. Et c'était la capacité à se diversifier et ainsi à se délocaliser qui était vraiment la clé du succès. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une approche plus locale, c'est-à-dire qu'on va produire auprès de l'acheteur final des biens. Et donc, la stratégie d'implantation va avoir des motivations très différentes. Au lieu de chercher des coûts bas, par exemple, on va chercher un marché dynamique pour pouvoir alimenter les implantations qu'on y fera. Donc, je crois que ça, c'est une rupture assez considérable. La compétitivité coût devient un peu moins importante et la dynamique du marché devient beaucoup plus importante, je crois, que dans le passé. L'autre chose, c'est qu'on est confronté à des mouvements extrêmement violents des taux de change. Alors ça va dans la même direction. Alors pourquoi? Parce que on a des écarts de conjoncture très importants entre les régions, donc on a des écarts de politique monétaire très importants. Donc les taux de change bougent énormément. Et ceci va dans le même sens, c'est-à-dire que dans un monde où les taux de change varient énormément, c'est très difficile de produire pour vendre à d'autres endroits, parce qu'on a beaucoup de risques de change. Et ça pousse aussi vers cette restructuration de l'appareil productif auprès des personnes qui achètent les biens et là où se trouve la demande. On a vu qu'en Italie, pour l'instant, on a un gouvernement stable, mais on voit que c'est assez fragile. Il y a une très forte tension sociale en France. Il va y avoir des élections aux États-Unis à la fin de l'année. Donc on n'est pas totalement débarrassé de l'incertitude politique. Il y a une très grande incertitude sur les conséquences de la transition énergétique. Il y a des industries qui vont devoir radicalement changer leur modèle. Le plus clair exemple, c'est l'automobile. Quand on passe à la voiture électrique, on fabrique en réalité un bien qui est complètement différent, avec des sous-traitants qui sont différents, une technologie qui est différente. Ça va nécessiter sans doute une énorme reconversion de beaucoup de salariés. Et puis il y a le Brexit. Pour l'instant, tout le monde a l'air d'être assez décontracté. En réalité, il ne faudrait pas, parce qu'on va vers un hard Brexit, c'est-à-dire une sortie du Royaume-Uni avec très très peu d'accords, un accord sans doute limité à un tout petit nombre d'industries. Donc, disons, on est à un 80% hard Brexit, ce qui veut dire que, à part peut-être les avions et les automobiles, le reste va beaucoup changer, puisqu'on ne sera plus en libre-échange avec le Royaume-Uni, qu'il y aura des droits de douane, qu'il y aura des obstacles aux échanges. Et ceci peut avoir beaucoup de conséquences pour les entreprises.